Salem a levé son item haut et a déclaré que quiconque essaierait de toucher Andreas à partir de maintenant serait tué par lui. La belle femme a levé la main et a fermement déclaré qu'elle ne poserait pas un doigt sur lui. De plus, Salem a averti que quiconque oserait remettre en question cet événement subirait le même sort. Le fou sceptique demande à Salem s'il était sérieux et s'il se battrait vraiment contre eux. S'il le fallait, il a remis en question le fait qu'Andreas soit plus important pour Salem que leur propre vie. Salem sourit, lui assurant qu'il le connaît bien et qu'il sait qu'il ne proférerait pas de menaces vides. Moore a soupiré d'incrédulité, espérant que Salem plaisantait simplement. Cependant, son espoir s'est rapidement estompé lorsque la colère de Salem a éclaté, jurant de devoir se répéter. Moore et le fou sont à nouveau tombés silencieux, tandis que Sharon et Bragan sont restés choqués et ont lutté pour comprendre la situation qui se déroulait sous leurs yeux. En revanche, la jeune fille a ressenti de l'excitation et de la curiosité quant à ce qui allait se passer ensuite. Le fou s'est tourné vers Moore et lui a expliqué qu'ils étaient impuissants dans une telle situation. Il lui a demandé si elle était toujours intéressée par l'étudiant de Karen maintenant qu'elle comprenait les conséquences impliquées. Andreas, épuisé mais reconnaissant du soutien qu'il a reçu, a pris une potion de guérison et a remercié tout le monde pour leur patience. Le fou a exhorté Andreas à énoncer ses exigences en échange des pages. Visiblement fatigué, Andreas s'est renseigné sur ce qu'il recevrait en retour. Le fou a trouvé absurde qu'Andreas ne sache même pas ce qu'il voulait en échange des pages. Le fou lève la main juste pour offrir à Andreas la possibilité de choisir 5 articles dans une liste, et le met garde de faire des sélections sages et prudentes. Une liste complète est apparue devant le fou, présentant de nombreuses options. Le fou a souligné que la liste comprenait même des cadavres, dont Andreas pourrait sans aucun doute se servir. Andreas a examiné la liste, réfléchissant aux cadavres dont le fou avait parlé. Il a envisagé la possibilité d'acquérir les corps des mages qui avaient assisté à l'assemblée. Il a reconnu 2 cadavres spécifiques, l'ancienne reine des fées, Miline et le roi Tigre Timur. Aussi des matériaux de haute qualité l'ont grandement intéressé, allumant son désir de les obtenir. Interrompant la discussion, un orque orangé les a informés qu'il avait déjà vendu ces cadavres particuliers à Morn. Il a averti Andreas que Morn serait furieux s'il les donnait. Andreas a reconnu le nom de Morn, se souvenant de lui comme d'une figure éminente dans la nécromancie. Il a compris les problèmes potentiels auxquels il pourrait être confronté s'il se jouait de Morn. Il a donc envisagé d'abandonner l'idée d'obtenir ces cadavres. Cependant, une voix surprenante est intervenue, affirmant que cela n'avait pas d'importance et qu'Andreas pouvait les prendre s'il le souhaitait. Au milieu de l'étonnement de tous ceux qui étaient présents, ils ont réalisé que la voix venait d'une petite mouche, révélant que Morn communiquait à travers elle. Sharon, rempli d'excitation, a fait référence à la mouche comme au maître. Andreas a été surpris par ce tournant inattendu des événements. Tandis que Salem se sentait fier d'Andreas pour avoir prouvé sa valeur et méritant cette récompense. Reconnaissant mais incertain des intentions de Morn, Andreas a exprimé sa gratitude, s'inclinant devant Morn pour sa générosité. Il a décidé de faire rapidement ses choix dans la liste pour éviter de perdre plus de temps. Cependant Sharon a senti la colère monter en lui, souhaitant être celui qui devait livrer les pages. En plus des cadavres du roi tigre et de la reine des fées, Andreas a choisi quelques ingrédients pour des potions. Salem, conscient de meilleures options sur la liste, a remis en question la décision d'Andreas et lui a demandé s'il était certain de ses choix. Andreas a affirmé avec confiance que ces ingrédients étaient essentiels pour lui. Avec les ingrédients sélectionnés, il pourrait créer 4 potions valant des centaines de millions de wills, soit environ 2 millions d'euros l'unité. De plus, Andreas a récupéré les ingrédients nécessaires pour guérir la maladie de Lucia. De plus en plus impatient, le fou a insisté pour qu'Andreas apporte les pages de la paresse et les lui remette. Andreas partageait la même urgence et visait à ouvrir le portail, livrant les pages au fou. De manière inattendue, Salem est apparu derrière Andreas, lui disant de se préparer pour leur départ. Saisissant Andreas par le col, ils ont forcé de briser le mur racine créé par Moore, échappant à sa poursuite. Moore a immédiatement crié pour qu'on les poursuive. Dépassé par la situation, Andreas s'est tourné vers Salem et lui a demandé si les autres prévoyaient de le tuer une fois qu'il leur aurait remis les pages de la paresse. Salem a confirmé cela, rappelant à Andreas sa promesse de le protéger. Au vu de la situation, Salem a demandé où Andreas voulait être déposé. Andreas a exprimé son désir de retourner à l'académie, précisant que Salem devrait idéalement le déposer près de la gare de Rolden. Confirmant le choix d'Andreas, Salem a approfondi, demandant si Bart savait qu'Andreas était un mage noir. Cette question a soulevé une inquiétude chez Andreas, réfléchissant à la question de savoir si Bart le laisserait même encore en vie, en connaissant sa véritable identité. Salem a répondu de manière cryptique que le destin fonctionnait de manière mystérieuse. Bien qu'Andreas n'ait pas pleinement saisi les paroles de Salem, il lui faisait confiance. Ce dernier lui dit qu'il comprendra en temps voulu. Salem a rappelé à Andreas leur conversation précédente dans la voiture, l'encourageant à continuer à se battre et l'assurant que s'il survivait, il découvrirait finalement son vrai lui. De retour à l'académie, Andreas a déballé ses affaires, plaçant soigneusement la reine des fées sur la table à côté des ingrédients de potions sélectionnés.
Il a laissé le roi tigre sur le sol de sa chambre, s'émerveillant de la façon dont un objet aussi volumineux s'adaptait dans le sous-espace. La commodité de cette capacité l'a impressionné. Se souvenant de son besoin passé de convoquer Nickel comme demandé, Andreas a décidé de reporter sa convocation jusqu'à ce que son niveau de nécromancie augmente, lui permettant d'invoquer des zombies de haut niveau à la place. En levant les mains, il a stocké les cadavres obtenus dans la même dimension où résidait Nickel. Son attention s'est tournée vers le nouveau sac offert par Morn, et il a découvert un livre. Niché à l'intérieur, en le prenant, une fenêtre système est apparue, révélant qu'il détenait le grimoire de magie noire de Morn, un livre de compétences de haut niveau rédigé par Morn lui-même. Andreas ne pouvait pas croire sa chance, recevant encore un autre cadeau de Morn. L'excitation a jailli en lui alors qu'il ouvrait le livre, trouvant une richesse de connaissances dépassant même celle de la bibliothèque de Charon. Désireux de comprendre pleinement le contenu du livre, il a envisagé la possibilité de transformer les cadavres acquis en zombies de haut niveau. Une fois qu'il se sera plongé plus profondément dans les enseignements de Morn. En jetant un coup d'œil à Nickel, Andreas a remarqué une autre fenêtre système offrant de développer son squelette. La fenêtre l'a informé de 66% de réussite d'évolution potentielle. Envisageant sa prochaine étape, Andreas attendait ce moment depuis longtemps pour développer Nickel. Il se sent soulagé qu'il y soit finalement arrivé. Reconnaissant la corrélation directe entre l'apparition de la fenêtre d'état et la remise des pages de paresse, Andreas a déduit que le codex influençait la vitesse d'évolution. Malgré les préoccupations potentielles concernant les complications, Andreas les a écartées, réalisant que s'inquiéter ne le mènerait nulle part. De plus, le système garantissait la perfection des potions, par conséquent, il a sélectionné oui et a commandé le développement de son squelette Nickel. Nickel a observé ses environs, affichant sa surprise face à sa nouvelle forme. Andreas a noté que contrairement à Angela, Nickel n'avait probablement ressenti aucune douleur en étant déjà décédé. Soudainement, quelqu'un a cogné à la porte de Andreas. Surpris, il s'est tourné pour s'adresser au visiteur inattendu, ordonnant à Nickel de se retirer dans l'autre dimension. Lucia se tenait devant lui, demandant un moment de son temps. Pendant ce temps, Salem et Morn étaient assis ensemble, engagés dans une conversation. Salem lisait un livre cherchant la permission de Morn de poser une question, Morn lui a donné l'opportunité et a siroté son thé en l'écoutant. Salem a lui demandé s'il avait partagé les informations sur les pages de la paresse parce qu'il avait amené quelqu'un pour protéger Andreas. En réponse, Morn a gardé un silence délibéré. Salem a ri, interprétant le silence comme une affirmation. Il savait que Morn avait précédemment surveillé Kane le père d'Andreas. Alors, Salem était conscient des défis auxquels Morn était confronté dans l'enseignement à Kane car il manquait de talent inné et avait été affecté par le royaume contre les souhaits de Morn. Interrompant les déductions de Salem, Morn l'a contre-interrogé avec sa propre question. Il a demandé à Salem s'il connaissait l'origine de la nécromancie. Pris au dépourvu par le changement soudain, Salem a exprimé sa surprise. Morn s'est souvenu d'un souvenir poignant de sa jeunesse, une femme aux cheveux verts qu'il aimait profondément. Il a partagé avec Salem que la nécromancie représentait une obsession pour l'immortalité. Et s'est mis à raconter une scène triste où lui et sa bien-aimée étaient assis main dans la main sur une falaise, se disant au revoir alors que le soleil se couchait. Morn a tenté d'élaborer davantage, expliquant comment la nécromancie se manifestait comme une poursuite pour garder les êtres chers pour toujours. Il a décrit un rituel impliquant un cercle magique fait de sang, où il a placé sa bien-aimée au centre, a touché sa main et l'a tenue une dernière fois, lui disant tristement au revoir. Salem a écouté attentivement, absorbant le récit émouvant de Morn. Par curiosité, Salem a demandé si ce conte était tiré d'un vieux conte de fées. Morn a répondu par un simple soupir, poursuivant leur discussion. Salem a approfondi, réalisant que la connexion de Morn avec la famille Cromwell s'étendait au-delà de Kane. Cependant, Salem a compris que d'autres questions ne donneraient aucune réponse de la part de Morn. Ainsi, il a décidé de laisser l'affaire en l'état. Morn a placé la discussion sur le cas d'Andreas, demandant l'opinion de Salem à son sujet. Salem, avec un sourire malicieux, a révélé qu'il savait déjà tout. Ayant espionné Andreas à travers sa mouche zombie, Salem a déclaré qu'Andreas était l'un des individus les plus excentriques au monde, dépassant même Salem lui-même. Salem attendait avec impatience le développement futur d'Andreas, intrigué par le chemin imprévisible qu'il traverserait. Pendant ce temps, un homme à la moustache distinguée s'est présenté comme William Hollington, tendant la main vers Andreas pour une poignée de main. S'adressant à Andreas par son nom, William l'a invité à prendre place, pendant que Lucia se tenait à proximité. Alors qu'il s'installait sur le canapé, William s'est excusé de l'avoir fait voyager de si loin juste pour le règlement initial de la potion Everlast. Il a expliqué qu'il voulait parler à Andreas en personne. Portant une expression joyeuse, William a continué, exprimant son enthousiasme à l'idée de leur future collaboration et comment Andreas est devenu un ami proche de Lucia. Andreas a répondu, exprimant son anticipation pour la réunion avec William. Il a exprimé sa gratitude pour toute l'aide que la fille de William, Lucia, lui avait fournie en lui offrant une si bonne affaire.
Espérant apaiser toute inquiétude, William a mentionné qu'Andreas, en tant que producteur, méritait sa juste part des bénéfices. Cependant, Lucia, d'un ton arrogant, a interjecté, rappelant à Andreas qu'elle était celle qui s'assurait qu'il recevait un si bon accord. En donnant un contrat à Andreas, William lui a demandé de le lire tout en examinant les clauses. Andreas a réalisé qu'il recevrait 60% des bénéfices, chaque unité étant évaluée à 3 millions de Wills, soit 30 millions d'euros. Alors qu'il calculait le montant stupéfiant qu'il recevrait, le visage d'Andreas exprimait son choc immédiat. En se rendant compte qu'il recevrait plus de 1,8 milliard de Wills équivalent à 18 milliards d'euros. Il a lui-même fait une approximation de ce que pouvait lui rapporter par mois la vente de 1000 unités. Alors qu'Andreas était toujours abasourdi, William a remarqué que les potions se vendaient rapidement, indiquant que le prochain montant qu'Andreas recevrait serait encore plus important. Avec un sourire chaleureux, William a suggéré qu'ils arrêtent de discuter d'affaires et qu'ils profitent d'un dîner ensemble. Il a également mentionné que puisque c'était la première fois pour Lucia d'amener un ami, il avait hâte d'entendre l'histoire d'Andreas. Andreas a rougi en entendant la remarque de William, en particulier lorsqu'il a ajouté qu'Andreas était un garçon. Un mois plus tard, Andreas se retrouva dans un train, s'émerveillant de la popularité de la potion Everlast, qui était devenue un succès non seulement pour le combat mais aussi dans les cercles de la haute société. En raison d'une demande accrue, la société commerciale avait décidé d'élargir ses fournisseurs et ses installations de production. Tout en étant dans le train, Andreas ne pouvait pas croire que plus de 2000 unités avaient été vendues en seulement un mois. Il a regretté de ne pas avoir acheté une tablette plus tôt, car il n'avait pas prévu de gagner une somme aussi importante avec la potion seule. Grâce à la popularité de la potion, il avait également obtenu plus de soutien de la part de la noblesse, lui laissant un total de 6 milliards de Wills, soit 60 milliards d'euros. Même après avoir racheté le domaine de Cromwell pour 3,5 milliards de Wills, y compris les frais de gestion, il aurait encore beaucoup d'argent à dépenser. L'annonce du train a informé les passagers de l'arrêt imminent à la gare de Arte. Andreas, tenant un sac, s'est levé de son siège. Se rendant compte qu'il devait d'abord récupérer la bague à cachet de la famille Cromwell. Alors que le ciel se transformait en une belle teinte orange d'une beauté crépusculaire de fin de journée, la porte du cimetière est apparue folklorique devant Andreas. Il a marché vers une petite maison et a remarqué un homme encapuchonné debout à côté d'un vieil homme, piquant sa curiosité. En s'approchant d'eux, Andreas a été accueilli chaleureusement par le vieil homme, qui l'a invité à l'intérieur pour le thé. Andreas, intrigué par la présence de l'homme à capuche, s'est renseigné sur son identité. Le vieil homme a expliqué qu'il l'avait invité à agir en tant que garant, car il croyait que cela aiderait à éviter les problèmes futurs. Invitant Andreas à les rejoindre à l'intérieur de la pièce sombre, éclairée par un feu vacillant, le vieil homme et Andreas ont pris leur siège tandis que l'homme à capuche est resté debout. En observant l'individu encapuchonné, Andreas a eu l'intuition profonde qu'une silhouette armée d'une épée et masquant son identité n'était peut-être qu'une apparence fallacieuse. Il savait que le vieil homme, Paimon, pratiquait la nécromancie depuis longtemps, mais il le considérait comme rien de plus qu'un petit poisson comparé à Charon du jeu. En réfléchissant à son statut, Andreas a réalisé que Paimon ne représentait aucune menace pour lui à son niveau actuel. Andreas envisage une transformation extraordinaire de Nickel. Conscient de sa capacité à exploiter l'aura, il se rend compte que sauf s'il est confronté à un adversaire du niveau maître aura, la victoire contre lui est virtuellement impossible. Le seul facteur inconnu était la force de l'homme à capuche. Andreas se demandait s'il aurait dû libérer l'énergie à l'intérieur de son dentian, se demandant si retenir avant avait été suffisant. Paimon s'apprêtait à offrir le thé, en soulignant qu'il l'avait obtenu par l'intermédiaire d'une relation au cœur de la congrégation et en affirmant qu'il était de bonne qualité. Avec une expression désintéressée, Andreas a exprimé son désir de discuter de la question de la bague à cacher plutôt que de se concentrer sur le thé. Agacé, Paimon a répliqué, commentant l'impatience d'Andreas. Andreas l'a informé que les cadavres qu'il avait achetés étaient médiocres, mais en raison de la nature accommodante de son interlocuteur, il a décidé d'échanger la bague contre 5 millions de Wills, fait la conversion. Ce qui a fait élargir les yeux de Paimon sous le choc. Son expression de visage s'est transformée en un sourire alors qu'il commentait qu'Andreas avait grandi sans même s'en rendre compte, ajoutant qu'il était également généreux. Cependant, il a rappelé à Andreas que malgré sa nature répréhensible, il était toujours un comte. Le visage de Paimon est devenu sinistre alors qu'il déclarait que le prix du secret n'était pas bon marché. Impassible, Andreas a demandé si Paimon voulait qu'il paie plus. Reconnaissant silencieusement que c'était le comportement typique d'un méchant à l'apparence peu attrayante, Paimon a assuré à Andreas de ne pas s'inquiéter car il avait l'intention d'échanger la bague de cachet contre les articles qu'Andreas avait acquis de la congrégation, car il avait entendu parler de son rôle significatif. Il a alors suggéré qu'Andreas lui donne simplement une portion de ces articles. Andreas a jeté un coup d'œil à son sac, envisageant l'offre. Paimon, portant maintenant une expression menaçante et laide, a déclaré que ce ne serait pas un mauvais accord pour Andreas. Andreas a pris une gorgée de son thé, exprimant sa gratitude pour l'offre, tandis que les deux hommes le regardaient, confus et souriants.
En posant sa tasse, Andreas a demandé une clarification, insistant sur le fait qu'il offrirait 5 millions de wills et rien de plus. Les yeux de Paimon sont devenus rouges de colère en entendant la déclaration d'Andreas, le réprimandant et le qualifiant de gamin. Andreas a calmement répondu qu'il comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Cependant, portant un sourire confiant, Andreas a remarqué qu'il savait que Paimon n'avait jamais eu l'intention de faire une bonne affaire en premier lieu. Paimon est resté silencieux pendant un moment, échangeant des regards avec l'homme à capuche, qui a commencé à dégainer son épée. L'homme à capuche a conseillé à Paimon que leurs affaires étaient terminées. Soudain, un portail est apparu derrière Andreas et un nickel évolué en est sorti. Andreas a déclaré avec confiance qu'il en avait assez de cette mascarade de toute façon. Les deux hommes ont été stupéfaits par le charisme d'Andreas, révélant un nickel menaçant. Andreas a posé une question de manière menaçante, demandant à Paimon s'il croyait vraiment qu'il pouvait le vaincre. Paimon s'est levé, ordonnant à l'homme à capuche d'attaquer Andreas et de saisir toutes ses affaires. Soudain, quelque chose attire l'attention de l'homme à capuche. Il aperçut Nickel surgir derrière Paimon, sa lame levée pour frapper. Cependant, dans un geste prompt, l'homme à la capuche parvint à parer un coup mortel de Nickel, pendant qu'Andreas assistait sereinement au combat, sa foi en la victoire restant imperturbable. Andreas reste composé dans sa position assise, anticipant les événements à venir. En observant l'affrontement acharné entre le défenseur Dan et Nickel, il réalise que Nickel est loin d'être un homme ordinaire. Quand Dan lance son épée, Nickel réagit rapidement, saisit sa jambe et le propulse dans les airs. Dans le feu de l'action, Nickel charge son épée d'une aura, la faisant briller intensément, dévoilant une force renouvelée après son évolution. Malgré la puissance de Nickel, Dan montre une résilience surprenante, résistant au redoutable squelette. Andreas ne peut qu'admettre la ténacité de Dan. Le duel entre les deux adversaires se poursuit, avec des épées qui s'entrechoquent, des blocs et des coups échangés. Nickel repère ce qu'il croit être une ouverture et lance une attaque en plein air, mais Dan contre-attaque en transperçant apparemment le squelette par le crâne. Cependant, à leur grande surprise, la compétence fantôme de Nickel permet à la lame de passer à travers sa tête sans lui causer de mal, presque comme s'il était un fantôme. Après avoir porté un coup de genou rapide, Nickel envoie Dan voler par la fenêtre. À l'extérieur, Paimon utilise ses compétences en nécromancie pour garder Dan sur ses pieds et le réprimande pour sa performance, exigeant plus d'efforts s'il s'attend à être payé. Paimon déplace ensuite son attention vers notre personnage principal. Impressionné par la convocation d'Andreas avec des capacités fantômes, mais doute de son efficacité contre ses soldats d'élite. Invoquant tout ce qu'il peut, y compris les cadavres enterrés dans le cimetière, Paimon entoure complètement Andreas et Nickel. Sans issue, Andreas suggère qu'ils se séparent temporairement, prévoyant de prendre Paimon au dépourvu lorsque l'occasion se présentera. Pour l'instant, leur objectif principal est de survivre contre l'armée impitoyable de morts-vivants. Andreas se faufile habilement à travers les ennemis, utilisant des sorts de boucliers terrestres pour se frayer un chemin. Cependant, malgré ses efforts, la horde de morts-vivants ne montre aucun signe d'arrêt, continuant sans cesse à se rapprocher de lui. Dans une tentative désespérée de repousser les morts-vivants, Andreas utilise un sort de lance de pierre, lançant des rochers sur leur visage pour compliquer davantage ses défis. Des ennemis archers prennent également Andreas pour cible à longue portée, rendant la survie encore plus difficile. Paimon observe la lutte de son armée pour vaincre un seul adversaire, devenant de plus en plus agacé par leur incompétence. Pendant ce temps, Nickel et Dan poursuivent leur combat acharné, Dan devenant frustré par la persistance. Dans une tentative de gérer Nickel, Dan laisse tomber une bombe collante dans sa chemise, prévoyant de la faire exploser dans quelques secondes. L'explosion se produit, Nickel semble avoir disparu sans laisser de traces, laissant Andreas se sentir dépassé et incertain quant à son emplacement. Alors que la bataille fait rage, Andreas se bat de toutes ses forces. Même si son corps commence à devenir engourdi et tendu, un zombie grotesque crache un liquide corrosif sur le dos d'Andreas, compliquant encore la bataille. Cependant, notre personnage principal refuse d'abandonner, balançant son épée et se demandant combien de temps il pourra supporter cet assaut impitoyable. Pris au dépourvu par un squelette chevalier de bas niveau balançant une grande hache, Andreas parvient tout juste à bloquer l'attaque à temps. Après avoir tenté de donner un coup de pied à l'ennemi, Andreas tombe au sol. Le soldat squelette le frappe à la tête, poursuivant l'assaut impitoyable en grimpant sur Andreas et en le battant sans pitié. Dans ces derniers instants, Andreas craint de périr aux mains d'un simple chevalier squelette. Son esprit s'emballe en pensant aux personnes qui lui sont chères, sa sœur amie, la maladie de Lucia et la santé mentale de Viviane. Il réalise qu'il a enfin trouvé une raison de vivre et il refuse de succomber à ce destin. Malgré une perte de sang importante, Andreas serre les dents et, dans un moment de désespoir, une lumière vive brille sur lui, lui accordant de nouvelles compétences grâce à sa formation continue. Son système l'informe de son talent éveillé, des capacités de combat et d'aura, un résultat de son trait à double cœur. Maintenant, il peut manier à la fois le mana et l'aura simultanément. Renforcé par cette nouvelle force et son courage, Andreas reprend son épée et reprend son élan.
Déterminé à survivre et à retrouver son chemin vers l'endroit où il appartient vraiment, le système confirme qu'il a atteint un deuxième éveil. Après s'être battu pour sa vie, Andreas, blessé, regarde Nickel, qui pointe son épée vers Paimon. Andreas interroge Paimon sur l'emplacement de l'anneau, le visage en sueur. Paimon insiste pour ranger l'épée avant de discuter. Il suggère qu'avec une personne morte, les négociations pourraient s'améliorer. Andreas envisage ses options, son regard se pose sur le corps sans vie de Dan finalement. Il décide de manier l'épée de Dan et d'approcher Paimon, exigeant de savoir où se trouve l'anneau. Paimon l'exhorte à attendre et à se détendre. Mais soudain, il crie de douleur alors qu'Andreas lui coupe le bras. Andreas insiste pour que Paimon commence à parler car il n'est plus intéressé à discuter de questions avec lui. Paimon, agenouillé sur le sol, révèle que la bague se trouve dans le tiroir du bas de l'armoire dans la maison. Andreas observe brièvement Paimon avant qu'il ne commence à tousser du sang, ses yeux devenant rouges, ses veines gonflantes et du sang sortant de sa bouche. Paimon s'effondre sur le sol, laissant Andreas se demander ce qui se passe. Andreas avait prévu de se débarrasser de lui à un moment donné et contemple maintenant l'épée empoisonnée qu'il a utilisée pour couper la main de Paimon. Il se rend compte que Dan est en fait Bloody Dan, se souvenant que Paimon avait mentionné son nom. Il reconnaît que le masque qu'il a trouvé sur Dan confirme son identité en tant que celui qui a initié la guerre dans le jeu. En portant le masque, Andreas ressent une aura bleue l'entourant et son apparence change avec ses cheveux et ses vêtements. En retirant le masque, il note que c'est un artefact capable de modifier les apparences. Andreas affirme que le masque confirme l'identité de la personne qu'il vient de tuer comme étant Bloody Dan, celui qui a initié la guerre entre le Nord et l'Empire lorsqu'il a enlevé l'enfant du chef barbare du Nord plus tard dans le jeu. À l'origine, la guerre était censée se propager dans tout le continent et Andreas aurait été entraîné dans celle-ci, mais il l'a empêché de manière inattendue. Andreas reconnaît que Dan n'allait pas vivre longtemps de toute façon, alors il le remercie pour le masque, prévoyant de l'utiliser judicieusement. Il ordonne à Nickel de chercher la bague pendant qu'il fait le ménage. La scène passe à la clinique d'Alvin Street, où Andreas regarde les nouvelles sur sa tablette. Les gros titres mentionnaient les mages noirs et le chaos causé par Paimon le nécromancien et son gardien embauché se battant pour de l'or dans le cimetière national. Andreas, assis sur le lit avec des bandages, se rend compte qu'il ne sera pas affecté par ces nouvelles. Ainsi, il décide de se concentrer sur des questions plus importantes. Il prévoit d'acheter son ancien manoir pour 2,5 milliards de wills, taxes et frais compris. Soudainement, une personne lui cache les yeux et le met au défi de deviner qui elle est. Un silence s'installe entre eux pendant un moment, puis Lucia, d'une manière taquine, fait remarquer qu'Andreas manque d'humour. Andreas lui dit un simple « yo ». Elle place un panier de fruits sur le lit et questionne sa réaction brève, lui rappelant qu'elle est venue lui rendre visite parce qu'il est mignon. Andreas la remercie d'un simple « je vois merci ». Insatisfaite, Lucia répète ces mots avec une pointe d'arrogance, disant « je vois, merci ». Pendant qu'Andreas se demande ce qu'il était censé dire d'autre. Nerveusement, il répond que ce n'est rien, juste le résultat d'une surcharge d'entraînement. Lucia l'avertit que s'il continue comme ça, il pourrait mourir un jour. Juste à ce moment-là, Viviane pousse la porte. Elle fait son entrée dans la pièce et Andreas prononce son nom. Ils échangent un regard, et avec une nuance de soulagement et d'inquiétude sur son visage, Viviane s'adresse à Andreas en l'appelant Monsieur Fay. Elle se précipite devant Lucia et bondit directement vers Andreas tout en tenant sa boulangerie, exprimant son inquiétude pour lui. Andreas sourit et la rassure qu'il va bien, pendant que Lucia regarde avec un soupçon de jalousie. Une semaine après, la scène se transpose dans un tableau de splendeur raffinée. Une fresque éblouissante se déroule, illustrant un carrosse royal et luxueux, orné d'un filigrane détaillé, traversant un paysage d'une beauté sans pareille. Le firmament au-dessus offre une mosaïque de nuances où les rayons solaires se fondent avec les brumes célestes des nuages, saturant le ciel d'un kaléidoscope de teintes. Juste pour attiser la curiosité de ceux qui n'auront pas atteint ce niveau de la vidéo, commente « Splendide » et n'oublie pas de mettre un j'aime. Andreas et sa sœur sont à l'intérieur du transporteur. Amy se demande ce qu'Andreas voulait lui montrer et se souvient être allé avec lui parce qu'il a dit qu'il avait récupéré la bague. Cependant, elle ne peut pas comprendre où Andreas l'emmène car toutes les tentures sont fermées, elle observe Andreas lire un livre et se demande comment il a pu se payer un tel carrosse. La voiture s'arrête et elle demande à Andreas où ils sont et ce qu'il voulait lui montrer. Il lui dit qu'elle verra une fois qu'ils seront descendus. Soudain, elle entend une voix familière et une vieille dame nommée Lupin ouvre la voiture, la saluant à nouveau. Choquée, Amy demande ce qui se passe et pourquoi Lupin est là. Andreas explique qu'il a demandé à Lupin de travailler à nouveau comme leur femme de ménage en chef. Inquiète, Amy dit à Andreas qu'ils ne peuvent pas se le permettre pour le moment. Elle tient la main de Lupin et s'excuse, expliquant que son grand frère est toujours naïf quant au fonctionnement des choses. Soudain, ses yeux s'écarquillent alors qu'elle remarque quelque chose devant elle. Descendant de la voiture, elle voit sa vieille maison, le manoir Applewood, et les souvenirs de son enfance reviennent en masse. Elle se tourne et demande à Andreas pourquoi il l'a emmenée ici. Il lui tend une enveloppe et lui demande de la lire, tandis que Lupin est simplement heureuse d'être là. En tenant le papier,
Amy demande si ce qu'elle a lu est vrai. Si Andreas a ramené leur maison, elle se demande comment il a fait, craignant qu'il n'ait fait quelque chose de mal. Andreas tient une tablette et lui dit qu'il a inventé une potion en lui montrant l'image. Il explique que cela lui a permis de racheter le manoir et l'assure qu'elle n'aura plus à travailler aussi dur à partir de maintenant. Il promet de s'assurer qu'il y ait de l'argent sur sa carte tous les mois. Ainsi les larmes aux yeux de Amy admet qu'elle ne savait rien de ses efforts et qu'elle se sent coupable d'avoir dit quelque chose de cruel à cause de la bague. Elle clarifie que lorsqu'elle lui a dit de ne pas revenir, elle ne le pensait pas. Andreas lui tapote la tête et lui dit de ne pas être stupide, l'assurant qu'il sait qu'elle ne voulait pas dire toutes ces choses blessantes. Il promet d'être un grand frère responsable à partir de maintenant. Tout en pleurant, Amy dit qu'elle a toujours cru en lui, mais à l'époque elle était tellement en colère. Andreas reconnaît ses sentiments, tandis que Lupin fait de son mieux pour retenir ses larmes aussi. À l'intérieur du dortoir de l'école, le cadavre de tigre sans vie était étendu sur le sol, entouré d'un cercle magique rouge vif. À proximité, Andreas occupait son siège, absorbé par un livre. Réfléchissant à son réveil triomphal du second éveil, acquis lors de sa récente bataille, il médite sur la façon dont son nouveau trait, l'éclairage, accélère sa maîtrise des compétences nécromanciennes. La capacité profonde lui permet de comprendre les théories plus facilement par l'introspection et l'exposition. Énumérant la gamme de nouvelles capacités telles que la mort, la fureur, la malédiction de sang, l'invocation de ghouls, l'explosion de cadavres, l'invocation de squelettes et l'invocation de revenants, il reconnaît le rôle du trait dans l'augmentation de sa vitesse d'apprentissage. En regardant le tigre nommé Timur, Andreas murmure qu'il pourrait maintenant essayer de l'invoquer, se sentant confiant dans ses préparatifs approfondis, il lève déterminé la main, anticipant un résultat réussi, conscient qu'il a soigneusement vérifié toutes les causes potentielles d'échec. Encouragé, il proclame qu'il est temps de commencer. Andreas est entouré d'une aura vivace, le système annonce une nécromancie mineure, exécutant l'invocation de revenant, un cadavre a été détecté, un matériau utilisable pour la nécromancie a été détecté. Avec l'utilisation du noyau double à sa disposition et l'évolution de Nickel, il envisage l'ajout de Timur, dont la puissance est redoutable, sa force est comparée à celle d'une troupe entière. Andreas déclare avec un sourire narquois, au monarque de la tribu qui a fait trembler le continent. Le système répond que la valeur de capacité des matériaux d'invocation dépasse celle de l'invocateur, la stabilité diminue et des effets supplémentaires sont appliqués alors que Timur ouvre les yeux et s'éveille, le système annonce une nécromancie mineure, une invocation de revenant réussie, invoquer un revenant légendaire. Le niveau du cadavre terminé est élevé. Bonus d'état ajouté. Le niveau du cadavre complet est extrêmement élevé. Il est devenu un combattant revenant. Le niveau du cadavre est transcendant. Il a récupéré une partie de son ancien ego. Revenant, combattant, légendaire nommé Timur, un mort-vivant de niveau 5 avec un mana 891 avec des traits nommés égaux. Sa maîtrise est le point et le mode berserker. Le hurlement puissant de Timur résonne avec une telle intensité qu'Andreas manque de succomber. Mais il parvient à lancer une magie d'insonorisation pour protéger les environs du bruit assourdissant. Alors que Timur s'incline devant lui, Andreas se proclame lui-même comme le nouveau maître de Timur. Dans les majestueuses et hivernales montagnes de Bilbao, qui relèvent du domaine du Marquis Mania, un groupe d'étudiants peut être observé affrontant le temps glacial au sommet des pics glacés. Le professeur leur annonce qu'il va maintenant procéder à l'explication des détails de leur examen de fin de trimestre. Il révèle que les thèmes généraux de cet examen sont la survie et la collecte de points. Chaque étudiant doit passer 72 heures éreintantes sur cette montagne ardue, tout en cherchant sans relâche des points cachés disséminés dans toute cette vaste étendue de neige. L'ami de Dienne, Julik lui tape amicalement l'épaule et exprime sa conviction inébranlable que Dienne surpassera tout le monde. Une fois de plus, le professeur informe les étudiants que leurs bracelets servent de marque de distinction et contribuent également à leur note globale. Par conséquent, l'idée de s'emparer du bracelet de quelqu'un d'autre pour renforcer ses propres chances devient une perspective séduisante. Cependant, le professeur met en garde les étudiants contre tout événement malheureux, tel que l'évacuation, l'incapacité à poursuivre l'évaluation ou les dommages à leurs bracelets. Ceux-ci entraîneront une disqualification immédiate. Cette déclaration envoie des ondes de choc à travers les étudiants, les laissant momentanément stupéfaits. Le professeur conclut son explication, instruisant les étudiants de couvrir leurs yeux avec des bandeaux et les informe que le superviseur les guidera vers le point de départ. La scène passe au mont Bilbao, à la falaise escarpée où Andreas peut être vu escalader ces hauteurs formidables, 46 heures après le début du test. Une fois au sommet, Andreas remarque un terrain plat qui pourrait potentiellement servir de lieu stratégique à la fois pour les manœuvres offensives et défensives. Envisageant cette possibilité, il envisage d'établir une nouvelle base là-bas. Soudain, Andreas est captivé par la vue de Dienne. Elle semble complètement épuisée. Il l'observe attentivement tout en s'approchant et déduit qu'elle utilise une magie de recherche à grande échelle, en plus de maintenir une barrière protectrice simultanément. Cette réalisation exceptionnelle lui offre une protection contre les assauts violents de la tempête de neige,
tout en lui permettant de se frayer un chemin avec adresse à travers un terrain périlleux. Néanmoins, il est conscient que cet exploit impose incontestablement une lourde dépense à ses réserves de mana. Diane cesse brusquement son sort, sa respiration venant en respiration saccadée avant de finalement s'effondrer sur le sol. Une pensée traverse l'esprit d'Andreas, s'emparer du bracelet de Diane à ce moment opportun pourrait éliminer un concurrent redoutable. Pourtant, il réfléchit également aux avantages potentiels de s'associer à elle, envisageant une voie sans complication vers l'obtention de la note la plus élevée. Pendant que Diane reprend ses esprits, elle prend conscience de l'approche de quelqu'un, elle active un sort défensif, demandant l'identité de l'intrus et exigeant qu'il cesse de bouger. Andreas s'approche, révélant ses véritables intentions en affirmant qu'il semble qu'elle ait épuisé ses ressources magiques. Andreas lui dit que la magie est utile, mais si elle l'utilise de manière imprudente dans un environnement comme celui-ci, elle se mettra dans le pétrin, il le dit d'un ton protecteur mais légèrement sceptique. Diane demande si Andreas ne s'intéresse qu'à acquérir son cerveau, tout en prétendant lui offrir des conseils. Alors qu'elle se préparait à l'attaquer, sa magie a inexplicablement cessé de fonctionner, la laissant stupéfaite, Andreas s'est approché avec prudence, la faisant reculer, insistant pour qu'il maintienne sa distance. Agacée, Andreas a réfléchi si elle avait une forte antipathie pour lui. Interrogeant ses intentions, elle a demandé pourquoi elle devrait s'associer à lui. Andreas a tendu la main, exprimant sa solitude et sa vulnérabilité, la persuadant qu'avoir un partenaire serait un avantage. Diane incertain a réfléchi si les affirmations d'Andreas étaient vraies, mais elle ne pouvait pas lui faire confiance en raison de son identité. Elle s'est demandé si ses motivations étaient ancrées dans la fierté, la réputation, le profit ou le gain personnel. Andreas a ensuite sorti un objet de son sac, un morceau de chocolat, qui l'a attiré, la faisant baver et suscitant un sourire de sa part. Il a proposé qu'ils travaillent ensemble, ce à quoi elle a répondu de ne pas se méprendre sur ses. Andreas l'a interrompu en lui demandant si elle ne le voulait pas. Quelque part dans la tempête, un étudiant saignant était tenu par une grande main. Celui qui saisit l'étudiant a demandé à un gobelin s'il s'agissait de la mauvaise personne. Le gobelin a montré une photo confirmant qu'il ne s'agissait pas de la cible et a appelé la personne à la grande main, un imbécile. La figure semblable à un orc a reconnu sa mauvaise vue, plusieurs étudiants ont trouvé la mort par son erreur. Le gobelin a mentionné qu'il recherchait quelqu'un aux cheveux verts et a déploré devoir faire face à un travail aussi minable par ce mauvais temps. L'orc a expliqué qu'ils étaient payés et n'avaient d'autre choix que de le transporter. Soudain, une orbite répugnante est apparue dans les airs, réprimandant les deux pour avoir perdu du temps et les exhortant à trouver le garçon aux cheveux verts. Surpris, le gobelin s'est tourné vers l'orbe et a admis se sentir pris au dépourvu. Un homme à capuche communiquait à travers l'orbe, déplorant sa réticence à les employer, les qualifiant d'idiots. L'orc a mentionné avoir effectué certaines recherches sur la cible désignée et a demandé pourquoi ils avaient été envoyés pour s'occuper d'un simple étudiant, surtout que l'employeur, l'homme à capuche, lui-même venait. Impassible, l'homme encapuchonné a ordonné aux deux individus de se concentrer sur leur mission, obéissant aux directives du maître Gester pour éliminer la cible. Alors qu'il s'éclipsait, le gobelin a qualifié l'homme à capuche de « merde » et a exprimé sa mauvaise humeur. Il proposa une pause avant de poursuivre, mais l'orc déclina, insistant sur la nécessité de continuer à suivre l'odeur humaine. Il suspectait qu'elle provenait soit des étudiants, soit de leur véritable objectif. Convaincu que s'en prendre aux étudiants les mènerait à leur cible, il les percevait également comme des adversaires futurs, justifiant ainsi l'élimination d'un grand nombre d'entre eux. Le gobelin a ri et a accepté la stratégie de l'orc. L'homme à capuche les a rejetés comme des imbéciles et les a encouragés à attirer l'attention sur eux. Pendant ce temps, il travaillait sur un grand cercle magique et prévoyait de planter une formation de bombes sur la montagne, se rapprochant de plus en plus de l'enterrement de la cible du maître Gester.